Ouais. Je sers un merdo à mes invités, oui. Et alors Oui, c'est à recevoir ici. Hein, voilà. Je dois mettre un 5 sur TripAdvisor. Ah, je vous remercie. 5 étoiles, ça fait Ah oui, plaisir. non, franchement. Ils ont Bon, mis maintenant super qu'on a parlé de vous, On va parler de toi. Ouais, on va éviter parce que ça va être un peu long. Non, on va se lancer un petit sujet qui on a déjà bien parlé la dernière fois en termes de cinéma, manga et tout avec notre ami Tobias. Mais là aujourd'hui on va reparler de ce sujet sur les adaptations. Mais cette fois-ci, les adaptations qui nous ont justement pourquoi des fois ça passe, pourquoi des fois ça casse, pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois c'est de la grosse daube. Donc là on va parler surtout de celles qui marchent. Parce qu'il y en a qui font plaisir, il y en a qui donnent envie de regarder. Alors maintenant je vais me tourner vers vous. Denis. Je me tourne vers toi. Oui, voilà. Donc ils ont tourné l'un face à l'autre. Quelle est toi l'adaptation, que ça soit, parle de tout en général, cinéma, manga, machin, BD, tout ce que tu veux, qui t'a vraiment le plus marqué ou que tu as bien aimé, apprécié ou que tu te souviens quoi. Alors je veux dire un truc qui va être complètement random, qui va probablement faire grincer les dents. C'est ton choix. Un film qui m'a beaucoup plu. C'est une adaptation d'un livre de Stephen King. Ouais. Désolation, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a une ambiance très particulière. Et Désolation, en fait, le film n'est pas forcément exceptionnel, c'est même, ça on dirait pas des fois une prod Asylum. Ouais. Voilà, je pense que. Mais en gros, ce qui est fort, c'est que souvent on dit que les films ont tendance à bien reprendre l'histoire, mais à mal saisir l'ambiance d'un livre. Et là, ce film, c'est typiquement l'inverse. Il arrive parfaitement bien à capter l'ambiance du livre, ce côté. Ça se passe plus ou moins dans le désert, cette ambiance très jaune, verdâtre, un peu suffocante, aride, assez malsaine, et le film capte extrêmement. Enfin, je me souviens, après c'est peut-être erroné par les années, mais je sais qu'à l'époque j'avais été agréablement surpris. Tu l'as vu quand Oula putain. Il y a 10-15 ans, je pense. Ouais. Mais je sais que il y en a d'autres qui m'ont plu, mais celui-là m'avait marqué parce que c'est étrangement un film qui est pas forcément un film exceptionnel, mais qui a réussi à capter de l'ambiance plus que l'histoire. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça passe beaucoup par la lumière, par la composition, par la photo, tout ça. Mais après le scénario en soi était assez survolé, même des fois ça allait beaucoup trop vite. Mais ça donnait au film un côté assez onirique, qui faisait plus un bain dans les sensations qu'on avait lues en lisant le bouquin que vraiment. Après, j'imagine que sans avoir lu le bouquin avant, ça va être un peu faiblard, mais je trouve que c'est assez original d'arriver à faire ça sur un film qui n'est pas forcément. Parce que Stephen King, c'est master des adaptations entre le dernier La Tour Sombre, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est pour ça que c'est rare quand on en a un bon. Mais je sais, après c'était vraiment petit, c'est pas un gros film, mais ça m'avait surpris en fait. Ayant cette fameuse phrase, donc on réussit l'histoire mais pas l'ambiance, c'est assez rare pour être notable. Désolation. Petit film sympa pour un samedi soir avec le popcorn. Voilà. Ça c'est bon ça. Le petit samedi soir popcorn, ça c'est cool. Donc moi c'est ce que tu retiendrais. Dave. Alors. Oula. Alors je t'en dis qu'un, t'en veux pas 12. Un seul. Celui que tu as encore en tête en disant waouh. Comme on parlait de BD, etc. de comics, j'ai envie de parler des Spider-Man de Sam Raimi, par exemple. Voilà. Excellent jeu. Excellent jeu. Qui pour moi a su justement faire la juste part des choses entre la BD et le cinéma. Donc les réalisateurs qui décident de puiser dans un matériel déjà existant, en y apportant sa touche personnelle, en faisant exprès d'omettre certains éléments. Je sais que ça a fait par exemple grasser beaucoup de temps à l'époque quand il avait décidé que Peter Parker n'aurait pas de lance-toile automatique, mais que sa toile sortirait justement directement de ses mains. Et ouais, ça fait grincer les fanboys parce qu'ils respectent pas. Mais je me souviens, c'était très bien fanboy. Le fanboy, c'est un. Enfin bref, je n'irai pas sur ce terrain-là. J'aurais trop de contraintes sur la tête. Et je me souviens, c'est James Cameron qui avait justement suggéré l'idée de faire des lance-toiles organiques à Peter Parker. Et je trouvais que c'était une super idée. En plus, ça devient même un élément narratif dans le 2, Spider-Man 2. Et pour moi, c'est même le 3 qui est particulièrement décrié. Je trouve que c'est un film. Justement, j'allais te poser la question. Un film malade, parce que on commence à voir l'emprise, par exemple, des studios sur la production d'un film, où on a posé le personnage de Venom, par exemple, que Sam Raimi déteste.
mais qu'on lui a imposé quand même, parce que voilà, impératif financier, etc. Tu mets Venom, sinon voilà. Sinon, tu es... Et même en tant que film malade, je trouve quand même qu'il s'en tire vraiment. Il y a des moments de pure grâce, la naissance de l'homme sable par exemple, pour moi est un pur moment de cinéma, mais juste magnifique quoi. Et tout le monde se moque de ce film actuellement, et alors que je trouve que il est peut-être même il a renié le film. Oui, c'est ce qu'il a justement, il s'est excusé, mais alors que moi personnellement je trouve il est pas parfait. Le 2 reste un de mes films préférés de toute façon. Mais le 3 pour le coup c'est malade, mais on peut voir encore des traces de réalisation dedans quoi. Des traces de son auteur quoi, mais fugace par rapport à ce qu'il a pu faire avant sur les deux premiers, mais bel et bien présent. Ouais, parce que la scène critique, c'est la scène où justement il est soi-disant possédé par Venom et qui, avant l'acteur, Tobey Maguire. Ouais, Tobey Maguire, merci, qui se met à partir dans un délire perso devant Facecam. Tout à fait. Je sais que c'est le. Et ça, c'est le pivot du. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça fait brûlons-le. Je pars du principe qu'il a voulu en faire un personnage ridicule et qu'il y arrive au final. Donc, si c'était son intention de départ, bah voilà. Il est où le problème? Après, voilà, les gens s'accusent peut-être quelque chose de plus dark, plus... En temps, sur internet, ils connaissent Peter Parker. Donc, oh, Denis en spectacle tous les samedis. Retrouvez-le à Dijon le 28 mars 2019. Dijon. Et pourquoi pas. Bonne mayonnaise. Dijon. Dis pardon. Jean. Joli. Je fais l'intervention, je pompe tout, c'est magnifique. Il va se reconvertir après la BD dans le one man show. Ah non, mais c'est sûr, c'est ce qu'on disait. On va chercher un producteur. D'ailleurs, si vous êtes producteur, pensez, parce que je pense qu'il y a un spectacle à faire avec Nathalie. Exactement. Il est très très fort sur le calembour. Beaucoup d'esprit, c'est un homme d'esprit. C'est un homme d'esprit. Non, s'il vous plaît, donc ouais, Spider-Man. Ouais. Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, la trilogie quasi parfaite pour moi. Et j'ai juste envie de, comme tu parlais de Stephen King, de rebondir un peu dessus. Tu parlais de La Tour Sombre justement, qui a éclipsé, si je puis dire, d'autres adaptations récentes de Stephen King. Il y en a une qui est sortie récemment sur Netflix, qui s'appelle Gerald's Game. Ouais. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve coincée dans un appartement, ligotée à son lit, après quelques séances SM avec son mari, qui a la bonne idée de mourir. Très bien, bonne idée. Et elle doit se démerder pour se sortir de là. Ah, ouais. Et partant d'un petit cas de départ assez simple, le film développe beaucoup de thématiques à côté, ça prend une richesse, voilà, il y a une richesse derrière qui est vraiment sympathique. C'est une très bonne petite série B qui mange pas de pain mais qui est vraiment forte. Voilà. Pareil, Popcorn samedi soir, c'est un film que je me permets de. Bah écoutez, vas-y, hein. C'est pour ça que je pose la question. Voilà. D'accord. Voilà. Deux adaptations à mon sens qui ont. Il y a eu le ça. Ils ont voulu refaire. C'est Stephen King. Hit. Alors, qu'est-ce que de vos avis perso, oh là, alors là déjà Denis est mort de rire. Je ne peux pas. Enfin, j'ai vu le celui de l'époque. Oui, j'ai pas pu voir le dernier parce que j'ai trop peur. Voilà, je suis sensible. Voilà. C'est quoi, c'est le clou ou c'est le fait que le film t'a peur aussi je crains beaucoup les films d'horreur. Je préférais pas. Tiens, c'est. Non, je suis très très sensible. Ouais. Je confirme. Il faut me tenir par la main, me passer la main sur la tête et après. Souriez mon petit. Je dois le border. Écoute, ça arrive. Bah, je t'envie, hein, franchement. Je t'envie d'avoir peur. Mais au moins, il est réactif au genre de film. Parce que quand tu vois maintenant excusez-moi, mais il y a des gens qui vont voir des films d'horreur qui sont là. Ouais, je textate, je me fais chier, je parle avec mon voisin ou je fous le bordel. Moi, tu t'investis dans le film, tu t'impliques, ouais. Alors que d'autres, comme tu disais. Il y a une échelle de jumpscare qui appelle l'échelle de Denis. Ça, c'est. Pour me dire. C'est l'échelle de Denis. C'est l'échelle de jumpscare, en fait, c'est calculable au secousse que je fais dans mon propre canapé. En fait. Voilà, ah ouais, d'accord. Je suis pas film d'horreur. Autant j'aime bien les Resident Evil, les machins, enfin je peux vraiment, même les Evil Within que j'ai réussi à faire non sans mal, mais là les films j'aime bien voir certains, mais je suis plus vers les Mamas par exemple, que j'ai beaucoup aimé, ou plus récemment le Annihilation, que j'ai beaucoup aimé, qui sont des films d'horreur mais qui jouent pas sur l'épouvante ou sur le jumpscare. C'est pas tant que je suis très sensible au jumpscare, enfin genre une image qui va sauter, enfin c'est peut-être nerveusement, en fait, c'est peut-être même pas de la peur, c'est peut-être juste que... Ah mais non, mais en même temps, tu as raison, parce que c'est pour ça qui recycle l'idée du jumpscare sur tous les films. C'est pas pour rien, c'est parce que ça fonctionne. C'est un peu le moyen facile entre guillemets, comme faut dire et c'est vraiment le moyen facile dans un film en disant hop, tu fais apparaître quelque chose, boum, et voilà. C'est un youtubeur que je sais plus qui c'est qui avait fait pareil, qui avait monté un jeu avec une image de petit chaton, ça marche aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus mécanique que vraiment. C'est vrai, oui, c'est voilà, plus mécanique, tout à fait, plus mécanique. Donc pas film d'horreur.
J'aimerais bien. Je peux pas. Jamais du tout, rien. Après, un qui t'aurait plu, je sais pas. Shining, forcément, on parlait tout à l'heure. Shining qui est magnifique, que j'ai peut-être vu un peu trop tôt d'ailleurs. Je devais avoir 6 ans. Ah oui, pas mal. Ah oui, pas mal, effectivement, bonjour. Par contre, j'avais peur de rien, tu vois. Je dis, je vais voir. Mais c'est peut-être pour ça. Je pense qu'on a le retour après qui fait oula. Shining. Mais non, Shining, c'est le film noir que j'ai beaucoup aimé, même si Stephen King l'a un peu désavoué parce que Kubrick se l'est beaucoup trop approprié. Mais Shining, qui avec un Jack Nicholson magistral, quoi, qui est la scène où il parle à son gamin, à Tommy, là sur le plumard, où c'est le jeu de face à face, de qui m'en tirera le mieux, et en même temps le dernier échange d'un père à son fils à peine masqué, quoi. C'est dans un film d'horreur, c'est bien trouvé. C'est pas ça au cœur. Il crée un personnage qui est sordide parce que dès le début on comprend que c'est quelqu'un qui maltraite son gosse, mais c'est fait sans malveillance, c'est fait avec beaucoup d'humanité et d'une situation qui pourrait être un drame social et qui impliquerait beaucoup de mépris sur certains personnages, ça devient juste un drame tout court, un drame humain. Et je trouve qu'il y a une profonde tristesse qui se dégage de ce film. Et l'ambiance, les couleurs, le décor, la famille qui se délite petit à petit aussi. C'est l'idée de la famille qui s'écroule. Puis le décor en lui-même, c'est vrai que. C'est un personnage à part entière. Le thème est un personnage à part entière. C'est sûr, je comprends ton Denis, Jack Nicholson qui est juste fabuleux. Avec le Joker, je pense que c'est un de mes rôles préférés de l'acteur. Il est juste fabuleux. C'est un excellent acteur. Tout à fait. Et toi, un film. Parce qu'on a une adaptation d'horreur. On a peut-être un sous le paquet qui t'a marqué. L'Exorciste. Que j'y vis à 3 ans, je te bats. Tu peux pas tester. Où sont les parents? Je leur en ai voulu par contre pendant longtemps. Je me suis enfui en pleurant parce que voir une fille qui fait un 180 degrés au niveau du visage à 3 ans, je vais Cannibal Holocaust alors que j'étais encore en gestation. Les traumatismes. Je voulais pas, moi. J'étais pas là. Je suis pas là pour souffrir, ok. Je l'ai vu au lycée, moi, Cannibal. Un peu plus tard. Oui. Mais ouais, l'exorcisme. À 3 ans, voilà, tu comprends rien, mais je dirais. J'ai eu la chance de revoir en salle, parce qu'il était ressorti en 2000. Ouais, exactement. Et là, j'ai pu l'apprécier dans des conditions correctes et tout, et voilà, culte. Le livre est très bien aussi. Oui, d'ailleurs, je me demandais niveau adaptation. Là, copier-coller Pas copier-coller. Disons que le film a eu les couilles, si je peux me permettre, de reprendre les moments vraiment forts du livre, parce que je me disais, est-ce que c'est le réalisateur qui s'est dit, tiens, je vais foutre du jurant, foutre du dégueulé à tous les étages. Le livre est déjà assez corsé à ce niveau, et je me dis, purée, c'est un gros studio qui valide un projet où t'as une petite fille de 12 ans qui se met un crucifix dans la boîte à camembert. Tu te dis, à l'époque ils avaient des bios, dis donc. Ils osaient. T'as le budget, vas-y, et le film a marché, donc je me dis, à un moment, il y a eu un petit moment magique dans Hollywood où des projets pareils, parce que la fille a pété un plomb. Oui, puis le résultat. Elle a vrillé pour la suite, des spectateurs. Et voilà, justement, c'est pas évident. Ah ouais, c'était pas évident. Et le réalisateur, c'est un réalisateur que j'admire beaucoup, William Friedkin, mais c'est un pur connard. Il y a des passages dans le film où les acteurs se prenaient vraiment des coups et on les voit à l'écran. C'est pas du chiquet, c'est la maman se casse la gueule contre l'armoire, elle souffre à l'écran et c'est vraiment elle qui souffre quoi. Et là tu dis non, regarde, je m'en fous, je veux ça. C'est un peu, on revient sur le Kubrick, hein. Oui, voilà, c'est en termes d'acteurs qui savent ce qu'ils veulent et qui vont jusqu'au bout. Enfin, leur acteur, pas eux, mais qui vont jusqu'au bout. Voilà, humainement, c'est peut-être pas des anges, mais artistiquement, bon. En même temps, un mec qui s'appelle Kubrick, c'est pas étonnant qu'il bosse par pain. Désolé, ça c'est fait. Il prépare son one man show en temps réel. Il prépare son one man show en temps réel. Regardez-la, elle est bien. Elle est bien. Jolie. Merci David. Ça fait un petit moment que je n'étais pas intervenu. Donc ouais. Et alors l'exorciste, voilà. Adaptation parfaite pour le coup. Et du coup, on fait dans l'autre sens pour la déconne. Ouais. La pire adaptation. Tu sais où je vais en venir. Dragon Ball Evolution. Evolution, pardon. Non, mais tu peux dire Evolution, parce que c'est dégueulasse. Tu peux y aller. Evolution, quoi. Il a pas le droit d'être cité. J'ai même pas osé le voir. Ah ouais. Non, je
comprends pas qu'avec en plus, oui, vu ce que tu m'as dit, bien sûr, en connaissant ton parcours, c'est un peu une insulte, quoi. Le mec, il a fait tiens, tu vois. Il a pris mon enfance, il a retourné comme un gant, quoi. Enfin, non, le prolapse, quoi. Cherchez sur les commentaires. Allez sur Google Images, vous verrez. Non, mais c'est une honte, ce film. Je comprends pas qu'avec. Enfin, après, au-delà des. Après, je sais plus. Dans la dernière émission, il t'est dit que voilà, il y avait des partis pris qui se devaient d'être forts, une certaine. Oui, bien sûr, intégrité relative à ses propres intentions, tout ça, qu'il fallait pas. Mais disons que là, ce film, c'est une ineptie en fait. Ça part à l'inverse. Au-delà d'être mal fait, dans toutes les intentions, ça part à l'inverse du terreau que propose l'histoire. Et puis même le cinéma en général, hein, parce que... Darius s'en est même excusé récemment. Oui, non, parce que j'ai fait. Moi, c'est. Enfin, voilà, c'est là où, si vous voulez savoir mon avis, moi je suis tout à fait d'accord avec Denis, mais en plus, ce que je trouve encore plus fort, c'est qu'on pourrait faire un masterclass du mauvais film. C'est sans souci. Il y a de la matière. Je veux dire, une erreur, un faux raccord par scène, regardez-le. Je peux vous dire qu'il faudrait le proposer dans les écoles de cinéma. Faites un jeu à boire. Un shot, un faux raccord. Je pense qu'à mon avis, toi à la fin, je crois. Vous finissez l'hôpital avec une cirrhose. Parce que là, parce que la vie n'est pas si rose que ça. Allez. Et non, parce que là, franchement, il devrait faire des masterclass sur ça parce que c'est les pires films avec une mauvaise réalisation, mais dans tous les sens du terme. Et c'est vrai qu'effectivement, sans parler de l'œuvre, parce que là, on va pas en parler parce que sinon, là, je vais chier la gueule du réal. Mais voilà, rien qu'en termes de cinéma, tu te dis, mais le mec, on lui a donné de l'argent pour faire ça, vous êtes sûr? Il y a un beau budget. Et un beau budget. Et un beau budget. Il est parti dans les acteurs. Ouais, Piccolo, il avait vraiment fini par picoler lui pour le coup, après le tournage. C'était pas épique. C'était pas épique. Donc ouais, Dragon Ball, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, je vais mon petit pavé dans la mare, hein. Sin City de Rodriguez. Sin City de Rodriguez. Voilà, j'ai mes raisons. Alors, justement... Qu'est-ce qui me dérange Qu'est-ce qui te dérange, justement, dans le Sin City de Rodriguez? Déjà, je déteste pas le film, je suis pas une purge à mon nom. Le seul intérêt que j'ai à avoir regardé le film, c'est qu'il y a un univers derrière qui est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup le Sin City de Frank Miller, donc... Bah là pour le coup c'est copier-coller. Il y a un terrain de départ qui est bien quoi. Voilà. Donc, là, je disais à la fois c'est le storyboard, c'est le film. Ouais, mais c'est ça le problème quoi. C'est pas un film, c'est un storyboard visuel et ça me dérange qu'il ait juste eu l'idée de faire un copier-coller de la BD quoi. Ouais pour mais... beaucoup, vas-y. Pour beaucoup c'est un moyen de respecter l'œuvre. Mais à partir de là c'est pas une adaptation. Quand tu passes d'un support BD à un support cinéma par exemple, tu prends en compte les éléments de ton médium. C'est sûr, mais... T'as un montage à effectuer, t'as une réflexion à faire par rapport à ta mise en scène et tout. Après, je défends pas Rodriguez, c'est bon... Enfin, c'est pas raison, j'ai rien gagné. T'as le droit, je veux dire... Mais ce que je veux dire... Je suis seul, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment le film. Ce que je trouve... On parlera pas du 2, bien sûr, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'il a... le casting déjà est très bon. Par exemple, je n'aurais même pas imaginé des personnages dans ce rôle-là ou n'importe quoi, parce que là, chacun est très bien dans son rôle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'hormis le fait d'avoir eu un storyboard qui est déjà pré-créé, on est d'accord, c'est surtout le fait de... il les a quand même embellis dans ce film-là. C'est-à-dire que les personnages qui sont dedans sont vachement bien foutus. Et c'est surtout que, bon, moi j'ai une affect pour les polars, et ben là, putain, enfin, quelque chose qui ressemble à un polar. Alors oui, effectivement, le storyboard est déjà fait, on va pas en reparler, mais le film est là. Les personnages sont vachement mis en valeur, les personnages sont créés et ils ont une identité et voilà. Et ça colle super bien. Donc il aurait pu prendre un mauvais casting, comme il aurait pu mal mettre ça en scène, comme... il y a plein de variables, et puis surtout il nous a apporté un polar sur un potos qui est plutôt très compliqué en termes de cinématographie. On va pas reparler de Max Payne et des Yes Man, merci. Non, très bonne adaptation c'est passé. Ouais. Comment ruiner une franchise? Bonjour. Bah oui, en même temps c'était compliqué. C'était compliqué. En même temps avec le réalisateur qui nous a pondu Die Hard, si je dis pas de conneries. Le 5, oui. Ouais, Die Hard 5. Ah, il y a un 5 ou 4, je sais plus. C'est Die mes couilles là, ouais, je sais plus. Mais bon, je sais pas. Ouais, voilà. Donc oui, en même temps avec du même réalisateur, ça fait un peu peur. Parce que déjà le Die Hard, je me demande qu'est-ce qui s'est passé là aussi, donc on se dit oui, voilà, bonjour le Yes Man. Ça c'est clair. Donc voilà, donc bonne, mauvaise adaptation. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait conclure? Est-ce que c'est au niveau, comme tu dis, peut-être du ressenti de l'œuvre, de se l'approprier, ce qu'on pourrait appeler se l'approprier, je sais pas. Qu'est-ce qui ferait la différence, finalement, selon toi?
Le public, peut-être aussi. Parce le choix de public bah, non, mais qui regarde aussi? Parce que peut-être nous, on n'aime pas, peut-être qu'il y a des gens qui aiment, tu vois. Peut-être qu'ils ont trouvé leur public et qu'il y a des gens qui adorent ça. C'est la réponse facile. Mais non, mais je pense, si c'est... Oui, c'est clairement, comme vous disiez, les YesPan, les études de marché qui visent à toucher la masse, quoi, le plus possible, quitte à perdre, quitte à lisser, à enlever des idées parce qu'elles passeront moins bien ou seront moins assimilables, voilà, ou des concepts qui sont un peu trop complexes à traiter autant dans le film, donc on zappe, et du coup on dégrossit, on laisse que le strict minimum dans son film, au final, tout en restant proche pour quand même faire plaisir à la fanbase, et au final, ouais, peut-être en termes de mécanique on est proche, mais il manque tous les à côté qui font que c'est complet. Justement, je vais rebondir sur ton idée, tu me dis ouais, peut-être le public. Regarde, Dragon Ball Evolution. Oui. Il est où le public? Oui. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Donc ouais, je veux bien pour le public, mais là, c'est comme tu dis, c'est dénaturé. Après, faut voir incroyable. Faut savoir aussi si le mec a été honnête ou si voilà. Après, je pense que des fois, il y a effectivement des cas bien particuliers où. Je dis pas systématiquement, après c'est peut-être aussi il faut savoir se remettre en question, pas toujours mais en tant que spectateur. Oui. Il y a des adaptations qu'il faut savoir dire. Je dis pas, on a probablement des très bonnes raisons de pas aimer ce qu'on n'aime pas, hein, mais je pense que tout le monde n'a pas le même ressenti sur Dragon Ball Evolution. Je pense vraiment qu'il y en a qui aiment, tout comme il y en a qui doivent aimer Sin City. Pour le coup, je suis un des rares à le conspuer. Tu conspues pas, tu penses. C'est voilà, j'ai eu des grosses réserves, on va dire, mais le film est très très. Ouais, mais là sur DVD, écoute. On est d'accord quand même qu'ils sont pas nombreux à dire que ce truc. Enfin, ce truc. J'ai un ami qui dit très bien, c'est une pub visuelle d'op en fait. C'est vrai qu'effectivement, oui. Ouais. C'est bien résumé. Il y a beaucoup de cheveux, beaucoup de. C'est le Shingoku à la fac, machin, beau gosse qui joue au rugby américain, qui va en reçoit, qui danse et tout. Enfin non, mais. Tu peux pas me dire que ça plaît. Non, mais c'est une étude. Sérieusement. C'est une étude. C'est une étude de marché. Oui, mais tu fais pas un film ou d'adaptation d'œuvre en se disant je fais une étude de marché. Mais donc oui, ça se passe de plus en plus souvent, hélas maintenant. C'est ça. Mais bon. Une bonne différence entre bonne ou mauvaise adaptation, le choix de faire une étude de marché ou un film. Voilà. Pour résumer ça. C'est bien. Je préfère la seconde option. Quitte à parfois s'éloigner un peu du. Shining justement. L'auteur des avous, mais à côté t'as un super film, donc mais à choisir, moi je préfère le bon film à la bonne adaptation, par exemple. Donc, je préfère qu'il sorte un peu du cadre rigide de dans le chapitre 1, ça, chapitre 2, ça, et qu'il s'approprie un peu le matériau de base à sa sauce, et quitte à faire des concessions, quitte à se mettre des fanboys à dos, mais je préfère qu'il ait les couilles justement de se dire non, ok, tu me donnes ça, c'est mon devoir, je vais y insérer ma propre sève, quoi, et voilà, des gens vont pas aimer, mais moi je sais que j'aurais été intègre, j'aurais fait un truc qui moi me parle, me convient, et j'aurais vu autre chose que toi peut-être, mais voilà. Et ça marche beaucoup mieux en termes de rythme. Parce qu'il faut pas oublier que des adaptations, c'est la façon de livres entiers, des fois de comics qui durent sur des centaines et des centaines de tomes, on peut pas condenser ça en 1h30 de film. Tu prends les Harry Potter, t'as les Harry Potter, tu faisais pas un film de ça. Il faut tailler dans le gras, Comme dit David, effectivement, le meilleur moyen de respecter la rythmique de son film, à la fois du comics, sans privilégier l'un ou l'autre, c'est de trouver un truc indépendant, original, avec sa propre matière et ses propres intentions. Parce qu'à aucun moment, ne serait-ce qu'un manga en 4 ou 5 tomes, ça c'est pas vraiment distillable dans un film. C'est compliqué. C'est faisable. Enfin, y en a il y en a qui peuvent le faire, mais ça va être forcément un peu bâché. C'est quand même des univers qui ont été appropriés par beaucoup de gens, beaucoup de gens se projettent dedans, ont grandi avec, c'est devenu leur œuvre culte. Surtout là, comme tu disais. C'est toi qui nous le disais d'ailleurs, qu'après c'est peut-être un combat même fan finalement, entre guillemets, de fans. Et du coup, on peut pas. Enfin, c'est compliqué de. Si on part sur faire une étude de marché pour contenter à la fois la fanbase, la masse globale, faire le max, c'est un pari impossible. Enfin, le mec qui arrivera, franchement, bravo. Ils sont pas nombreux. Ça, les bonnes adaptations, on vient d'en parler, donc voilà. Si on arrive à en citer quelques-unes, c'est qu'elles sont pas nombreuses, parce que sinon on aurait une grande liste. C'est comme ça. En tout cas, merci messieurs. Merci à toi. De cette superbe intervention sur... Au moins c'est bien, aujourd'hui on n'a pas fait de polémique ou d'enfoncement des mauvaises adaptations. On a essayé de... Polémique, ils viennent pas? Non, polémique non plus. Polémique, Jackie et Michel non plus. D'accord, ils sont restés à la maison. Ils n'étaient pas disponibles. Bon David, je reviens à toi.
qu'ai-je fait? C'est ta minute de minute? C'est ta minute de minute? Ouais. Je vais en parler en tant d'adaptation. Tu n'es pas venu entre guillemets les Druides parce que tu vas même. Il a participé à un projet qui va arriver bientôt sur JA TV. Il fut un temps. TV. Autant jadis, fut un temps. Qui a deux cerveaux se sont rencontrés. Moultes années, il a travaillé avec Fabrice Falciola donc sur ce projet-là en tant que caméraman. Et du coup, voilà, qui va. Donc votre prochaine web-série qui s'appelle MS9 EHP. Et du coup, il n'est pas venu seul parce qu'il est venu avec le petit teaser. Derrière les fagots. C'est le roi du tease. Voilà, c'est le roi du tease, donc il est venu dans sa besace avec. On va vous montrer ça et on en discutera un petit peu après. Avec plaisir. Hein? Avec plaisir. Allez. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, 'cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. No. Alors moi j'étais acteur, hein, donc voilà. Moi je tenais vous la caméra. Vous m'avez vu dedans, donc je pense que maintenant vous avez tilté. J'ai eu l'occasion de tenir la caméra pour ce petit projet qui nous a permis de nous rencontrer, justement. Voilà. Fut un temps. Il fut un temps. Autant j'ai à 10, voilà. Il y a 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. 10 ans Non, c'était 2011. 9. 2010. 2010. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans qu'on se connaît, quoi. Donc, ça fait 8 ans. Qu'on s'est rencontrés, bah voilà. Bah, on va parler de nous. Bah parlons de nous un petit peu, non, mais c'est surtout parler de ce truc, donc du coup, pas ce projet qui était fait. C'était un long métrage aussi, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Et engagé en tant que figurant au tout départ, donc des discussions étant de faire le caméraman, le réalisateur de son équipe, c'est sûr, voilà. Sur certains passages de long métrage. Et voilà. Donc du coup, voilà. Finalement, après des années de développement comme on le dit dans le milieu, un peu compliqué. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Finalement, vous allez enfin voir le résultat de cette collaboration. Oui, très bonne collaboration, puisqu'on a eu quand même des bons moments et surtout beaucoup d'heures de tournage. Oh oui, de aussi. Nuit comme de jour. Voilà. Avec des scènes d'action, des tournages guérilla, des. Oui. La papy John Aiken, il n'est pas encore en parler, il est mal au dos. Je peux confirmer. C'est bon, Fabrice Falciola, c'est bien, il te donne la caméra, il s'en fout lui. Au bout d'un moment, voilà, il dit ouais, vas-y, David, prends la caméra. Mais bon, nous, on a bien d'autres. Et surtout en tant que figuration, puisque tu es aussi dedans, vous pourrez le voir en figuration dedans. N'oublie pas. Tout à fait, oui. C'est vrai, tu n'es pas que caméraman. Ouais, j'ai commencé comme ça. Je me souviens que je t'ai recroisé, hein, bonjour, ça va, que fais-tu? Ah, je viens participer. Ouais, je me souviens encore de mon front de casting, voilà, avec passage devant la caméra, présentation et tout. C'était mon premier exercice du genre. Donc, adaptation d'ailleurs d'un bouquin qui devrait sortir pas cette année ni l'année prochaine, mais dans un petit moment. Nous aussi, hein, gros projet. Ah bah c'est bien. Voilà, gros projet, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, bah écoute, en espérant en tout cas que la série va arriver, va vous plaire, et qu'on pourra au moins vous faire plaisir, et du coup revoir nos petites bouilles, surtout parce que bon, 8 ans quand même, ça fait un petit changement. Hein. Voilà, donc un bon moment qu'on a passé ensemble, j'ai rencontré Dave, c'était cool. Et ça a été enrichissant justement, ça a été aussi ma première expérience en tant que derrière la caméra. Bah, c'est surtout que Fabrice Falciola lui a fait confiance pour travailler. Donc moi, bon, il me connaît, donc c'est normal. Mais voilà, donc du coup, c'était bien. T'as fait une bonne expérience. En plus, c'était facile, il a été quand même assez light quand même pour te dire, fais un peu ce que tu veux pour la... Petite
pression quand même, hein, parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je... Oui. Et non, ça a été intéressant, enrichissant. Pas toujours évident. 2 semaines, hein, non, même plus, je crois. On a fait... Oui, il y a eu... 2 semaines et demie, même 3 semaines, on va dire avec 3 semaines. Avec différents tournages, des petites scènes... en effets spéciaux par exemple qui ont été assez marrantes à mettre en scène, les aléas du tournage avec l'arrivée de personnes qui pas censées être là. Qu'est-ce que vous faites ici? Non mais ça a été intéressant, très intéressant. Là c'est que j'ai pu voir que voilà, faire un court-métrage c'est pas juste, même entre potes ça c'est pas forcément un truc fait à l'arrache, il y a du travail, il y a une application, il y a des heures de boulot, c'est fatigant, mais quand on est dedans, voilà, on lâche pas l'affaire, on a envie de voir le projet aboutir, même des années plus tard. On va enfin voir le résultat quand il finit, quoi, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'ai qu'une chose, qu'une hâte de voir ça. On va voir ça, monsieur. Écoute, c'est prévu. D'ailleurs, je vous renvoie vite fait sur la chaîne de notre ami David, où il y a le teaser d'époque. Le teaser d'époque qu'on avait monté ensemble. Que tu avais monté. Oui, on avait tu m'as aidé quand même, je vais dire. Voilà, du coup, vous pourrez le voir. Je vous remets toujours dans la description le truc. Ah, apparemment, on a une cliente qui a une question. Oui, cliente. Oui, du coup, Denis, c'est la première fois qu'il le voit, donc est-ce qu'on pourra avoir déjà un petit retour du coup que tu as vu? Ça a l'air intense, en termes émotionnels. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est émotionnel. Beaucoup de... Enfin, une espèce de... Et ce que j'en ai pensé, en fait, ça fait... Alors, j'ai pas vraiment, mais je pense que j'ai trouvé beaucoup de culture, enfin de plans à l'américaine en fait. J'ai trouvé dans le, ce qui est assez bizarre, ça donne un côté assez étrange parce que c'est français par la force des choses, mais c'est une façon de filmer très à l'américaine en fait, avec un type de plan, de composition qui sont pas forcément habituels en France. Oui. C'est intriguant parce que après, je peux pas parler sur l'histoire. Oui, non, mais c'est intriguant. Ça a l'air intense, mais c'est en termes de vraiment de ce qui se passe à l'image. Ouais, c'est compo un peu plus. Cette compo un peu chiadée à l'américaine. Donc c'est plutôt bon signe. Moi, je verrai ça, et je vous en dirai plus. Dis le réalisateur. Tiens, tu lui dis, tu fais une compo à l'américaine. Vas-y. Tu dis quoi déjà? Fabrice Falciola, il s'appelle. Fabrice Falciola. Fabrice Falciola, tu fais une compo à l'américaine. Voilà, au moins c'est dit. Donc arrête maintenant de nous faire chier avec les budgets. Tu n'es pas américain, ok? On fait des trucs simples. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Non, c'est ok. Donc voilà. Bon, ça vous a plu? C'était sympa. C'était génial. C'était sympa. Très sympa. Bon, on se retrouve après cette petite musique et puis... On se retrouve juste après. On va se faire des petits bibis. Non, on se retrouve après DR Hamann, Lenny Kravitz versus Pharrell Williams versus Bumfuck MC are gonna be happy. La prochaine fois, il faut trouver un truc des titres encore plus longs. Camoulox. Allez, à tout de suite.